Bonjour et bienvenue à l'Université populaire de l'île d'Abo. Alors je voulais vous parler d'un autre sujet. On organise dans tous les réseaux des médiathèques des commémorations autour de 14-18 et il y en aura particulièrement une à Villefontaine où sera présent pour une conférence Monsieur François Roux qui a fait la conférence l'année dernière sur Auriez-vous crié Heil Hitler? Voilà, donc je vous conseille de venir à Villefontaine pour ceux qui l'ont apprécié. Et il y aura aussi des concerts sur toutes les médiathèques, des conférences, des expositions. Voilà. Donc c'est le 6 décembre à Villefontaine pour François Roux, mais vous avez les programmes sur toutes les médiathèques sur le côté ici. Vous pouvez vous inscrire, n'hésitez pas à nous donner votre adresse email pour vous inscrire, pour qu'on vous renseigne en cas d'annulation de cours comme la semaine dernière. Je voulais aussi vous avertir que les cours des autres années sont souvent enregistrés et mis sur Internet. Donc vous pouvez aller sur le site des médiathèques de l'ACAPI et vous trouverez dans la section UP, dans Animation UP, les cours des autres années. Et voilà, et je voulais simplement vous dire d'éteindre vos portables et de faire attention aux micros qui sont allumés avec les coudes. Souvent, sans faire exprès, vous en allumez. Voilà. Donc je passe la parole à notre interlocuteur. Merci. Donc bonsoir et merci de votre invitation. Merci aux organisateurs et organisatrices de ce cycle. On pourrait presque finalement situer la question de la famille, l'interface entre la question d'une utopie et celle aussi d'une mémoire, parce qu'au fond, nos histoires familiales, je ne veux pas ramasser en une seule soirée et un seul thème tous les différents aspects, mais je me disais en vous écoutant que probablement que nos espaces familiaux sont des espaces qui sont à la fois hantés par une mémoire à la fois heureuse et douloureuse, et aussi des utopies de réussir à faire vivre ensemble, comment dire, des manières d'être qui parfois, elles aussi, hésitent ou sont un peu chaotiques. Mais bon, je ne suis pas là pour faire la synthèse, je suis là plutôt pour essayer de me concentrer sur la question donc, qui nous réunit ce soir, donc réfléchir sur cette question, donc où va la famille ? Donc on le fera, donc je commencerai donc, pendant une heure d'exposé, et puis ensuite donc, nous aurons une petite heure d'échange. Donc je le ferai avec une porte d'entrée qui a son importance. Hein. Je traite de ces questions avec comment dire, une approche qui est de type philosophique, alors que d'ordinaire, du moins dans notre culture et dans ce moment en particulier qui est notre culture, la question de la famille est devenue un objet essentiellement en fait traité et pris en charge par les sciences humaines. La sociologie, la psychologie, sa variante éventuellement la psychanalyse, l'anthropologie, mais peu les philosophes. Et puis, elle est effectivement éminemment traitée aussi par les politologues, donc ce qui explique qu'effectivement les autres intervenants de ce cycle en fait, sont mobilisés, mais avec ces deux approches, c'est-à-dire qu'en fait les sciences po, enfin les sciences politiques, disons, et donc les sciences humaines. Donc, si vous voulez, donc ce que je ne ferai pas, donc c'est ce que feront probablement mes collègues, c'est de faire un état des lieux de la question en fait du familial dans la société contemporaine. Mais je ferai quand même. Enfin, mais par contre, je crois que ce qu'il faudrait se poser comme question, enfin quand vous écouterez mes collègues, hein, c'est de se demander pourquoi avons-nous confié la tâche aux sciences humaines de raconter pour nous, de comprendre pour nous, en tout cas d'élucider avec nous ce qu'il en est en fait des métamorphoses du familial et pourquoi finalement nous confions aux sciences sociales un discours qui n'est pas que descriptif. Hein. Mais c'est un autre débat, c'est une question d'épistémologie des sciences sociales qui mériterait en soi d'être creusée. Donc le thème de la question de ce soir, donc c'est une question un peu massive et peut-être inquiétante. Hein. Où va la famille ? Elle est à la fois massive et elle est inquiétante pour trois raisons. Hein. La première, quand on pose la question où va la famille, cette question, elle peut avoir d'abord un sens descriptif. C'est-à-dire,
est-ce qu'on peut, est-ce qu'on a les moyens, en l'occurrence c'est le rôle des sciences humaines et sociales, est-ce qu'on a les moyens, donc du point de vue des descriptions que fournissent ces sciences, eh bien de répondre à la question où va la famille, c'est-à-dire en fait comment elle évolue, comment elle se modélise et en même temps comment elle se module. Et si j'ose, comment dire, et donc j'ose résumer en fait une bonne partie de l'enseignement en fait de ces sciences sociales, qu'est-ce qu'elles nous disent de nos manières de faire famille aujourd'hui? Eh bien, c'est précisément que la famille, elle est pensée dans le langage d'un travail. On fait famille. C'est tout ce vocabulaire qui glisse doucement de l'idée de la famille vers la parentalité. Et donc, avec elle, l'idée que, bien finalement, la famille serait peut-être moins un programme, à honorer, qu'un processus par lequel on apprend les uns avec les autres, à coups de coude, parfois un peu plus violemment, parfois plus joyeusement et délicatement, eh bien, à être et à vivre ensemble. Bref, qu'est-ce qui s'engage ici dans ce déplacement, donc déplacement de vocabulaire. Nous ne parlons plus de la famille dans un langage un peu hautain, assuré de lui-même, dans l'idée de la famille, mais nous en parlons dans un langage plus ténu, qui effectivement met l'accent plus sur des modalités du lien, plutôt que sur l'idéal en fait, d'un programme qu'il faudrait garantir, qu'il faudrait honorer. Et donc, de ce point de vue, ce que les sciences sociales nous disent, je pense à la sociologie en particulier, c'est que finalement nous vivons un glissement, que je formulerai comme ça, qui est le passage de ce que j'appelle moi la famille modèle à la famille module. C'est-à-dire d'une conception de la famille qui disait, qui posait, qui imposait parfois, voilà ce qu'il faut être, vers des approches beaucoup plus modulaires du lien. Et ce qui accompagne cette idée, c'est ces variations du lien qui s'enregistrent dans la langue, qui dit finalement une famille c'est une forme de composition des liens, on va voir lesquels, mais qui se décompose et qui éventuellement se recompose. Et on se met à ce moment-là à parler de famille recomposée, ou de composition familiale. Donc où va la famille? C'est d'abord ça, c'est cette trajectoire qui interroge ce qu'il en est de ce passage ou ce questionnement d'un discours normatif, disons, sur la famille, donc la question du modèle, vers des approches qui sont un peu moins prescriptives, qui mettent l'accent sur des variations du lien, donc ce que j'appelle le modulable, le module. Mais dans le où va la famille, deuxième manière de faire sonner la question, si l'on veut, elle met cette question, l'accent alors sur un discours qui est parfois un peu inquiet, qui est un discours fortement nourri, à la fois d'attente et de volonté normative, disant où va la famille, c'est-à-dire oh là là, où elle va là où on ne devrait pas qu'elle aille. C'est-à-dire cette fois-ci, il y a une interrogation sur un type de question qui porte sur qu'est-ce que devrait être la famille, qu'est-ce qu'elle ne devrait pas être, et quelle impression a-t-on sur le fait que les modes d'organisation modernes ou contemporaines du familial viendraient fragiliser dans ce qu'on pense ou ce qu'on pensait être ou ce que devait être la famille. Donc dans le où va la famille, dans la question contemporaine, il y a une forme d'inquiétude qui consisterait à dire plus ça va, moins ça va, quoi. On entend ça en disant finalement oh là là, les formes contemporaines de la famille, elles sont plus inquiétantes qu'autre chose. Bref, donc ça interroge sur le fait de savoir pourquoi, autour de la question des liens familiaux, nous avons ce souci qui revient de manière un petit peu régulière, comme une musique, de vouloir normer, de vouloir dire ça c'est une famille normale, ça c'est pas une famille normale, ça c'est ce qui devrait être, ça c'est pas possible que ça soit. Bref, donc il y a le discours du normatif. Et donc, pour quelle raison? Il faudrait qu'on creuse un peu ça. Et enfin, le où va la famille, cette question, elle retentit encore sur une autre strate qui est pas normative, qui n'est pas tout à fait sur le registre de la description
donnée par les sciences humaines qui relève en fait d'une question plus fine, et plus sourde en même temps, qui porte sur comment la famille, elle organise c'est la question où va qui me fait penser à ça. Donc c'est une question spatiale, où va-t-on, mais qui a en fait aussi une signification temporelle. C'est-à-dire que ce qui s'engage ici, c'est comment, dans l'expérience du familial, est engagée une certaine façon de voyage, mais d'un voyage dans le temps. C'est que le où va la famille, il engage une interrogation sur le temps, c'est-à-dire comment traversons-nous en famille le temps ensemble. Puisque, d'une certaine façon, on pourrait le dire comme ça, on dit souvent, voilà, la famille était, ou est, ça dépend qui parle, une réalité traditionnelle. Et avec tous les discours qui peuvent aller avec. Mais que veut dire traditionnel quand on dit famille traditionnelle? Eh bien, on voit très bien comment on peut dire, voilà, il y a un type de famille qui est la norme de ce que devraient être les autres. C'est le sens qu'on a d'ordinaire. Mais je retiens, moi, dans le mot tradition, son sens premier. Donc, famille traditionnelle, il renvoie au latin tradere, qui veut dire traverser. C'est-à-dire, la famille est une réalité traditionnelle, oui, mais en un sens très particulier, qui est comment elle invite ses membres à traverser ensemble le temps. Puisque d'une certaine façon, ce qui se joue dans le familial, c'est précisément une modalité du temps traversé ensemble, sous le fond d'une appartenance généalogique. Avec quelque chose d'assez particulier, c'est que dans le familial, comment y traverse-t-on le temps ensemble? Eh bien, on la traverse par le biais de générations qui se suivent et qui s'articulent, et dans lequel, eh bien, finalement, les dépendances des uns encouragent, mobilisent et sollicitent les indépendances des autres, mais avec cette particularité, c'est qu'en famille, on est tour à tour, dans des dissymétries alternées. La dépendance d'un jour fait l'indépendant du lendemain et le futur dépendant du surlendemain. C'est-à-dire qu'au fond, nos positions, nos inscriptions dans le familial sont des situations où finalement nous sommes tantôt dépendants, tantôt dans l'indépendance, et ces équilibres-là, un peu ces processus, sont en permanence mis en travail. Bref, donc quand on pose la question où va la famille, donc on pose des questions de sociologie, de sciences humaines, des questions normatives, des questions d'éthique ou de morale, si vous voulez, et des questions politiques, et en même temps donc des questions presque symboliques, qui questionnent comment nous traversons le temps. Et qu'est-ce que ça veut dire, cette traversée du temps long, du temps long. Et donc pour répondre à ces questions, donc je voudrais le faire en 3 temps, parce qu'il y a 3 questions, mais il faudrait 3 temps. Et donc ces 3 temps, en fait, il voudrait, proposer des définitions de la famille, mais que je ne voudrais pas juxtaposer, mais que je voudrais progressivement, en fait, superposer pour complexifier et enrichir l'idée qu'on se fait de la famille. Donc je vous proposerai donc 3 définitions qui sont bien sûr tout à fait soumises à la discussion, mais comme manière, si vous voulez, de réponse à la question initiale. Donc la première définition que l'on peut proposer, c'est la suivante, c'est-à-dire que finalement, on pourrait dire de la famille, alors je propose ma définition et ensuite je la déploie et je la justifie. On pourrait dire que la famille, c'est une origine et une espérance déclinée sur le fond d'une hospitalité généalogique. Bon, je reformule et ensuite je vais expliquer. Donc, une origine et une espérance ou une attente déclinée sur le fond d'une hospitalité généalogique. De quoi en fait, qu'est-ce qui s'engage dans cette première strate, si vous voulez? C'est la question de la modalité du temps traversé que j'évoquais précédemment.
pour répondre, enfin pour essayer de... Enfin, pourquoi j'en viens à cette première définition, c'est d'abord à partir d'une première idée qui consiste à dire que la famille, c'est un groupe social qui a quelques traits un peu particuliers. Mais pour pouvoir le comprendre, il faut d'abord dire ce qu'elle n'est pas. Et en fait, il y a deux éléments en fait, qui caractérisent le lien familial de ce point de vue. C'est que, qu'est-ce qu'il n'est pas? Ça n'est pas que du lien électif, c'est-à-dire qu'on ne choisit pas ses parents, ses frères et sœurs. Bref, on n'est pas dans l'élection. On peut avoir des chouchous, on peut avoir des préférés, on peut, comment dire, valoriser certaines interactions plutôt que d'autres, mais d'une certaine façon, on n'est pas totalement dans de l'élection, tout simplement parce que les hasards de la naissance nous inscrivent dans un espace et un temps familial qui ne relève pas de notre initiative. C'est-à-dire que nous y faisons l'expérience d'une forme d'involontaire. Et tout le problème, il est là. C'est qu'est-ce qu'on va faire de ça? Je le dirai en terminant tout à l'heure, mais on voit très bien que ce qui est en question, c'est comment de cette situation involontaire être inscrit dans cette généalogie-là, de cette famille-là, avec le sexe que j'ai, à l'époque que je n'ai pas choisi, donc ça fait quand même beaucoup d'aléatoires. Eh bien, comment je fais de ça une histoire, mon histoire. Et donc, si je ne choisis pas ma famille, peut-être que ce qui se joue pour nous, c'est non pas, c'est de consentir à sa famille. On ne choisit pas sa famille, on y consent peut-être. Et parfois, il faut peut-être une vie pour y consentir, et parfois, c'est peut-être pas possible. Mais bref, donc les liens n'y sont pas des liens électifs, ou si ce n'est qu'à la marge. Mais les liens n'y sont pas non plus des liens qui sont totalement de l'ordre. Donc les liens électifs, ce serait le lien amical, quoi. Là, parce que c'est toi, parce que c'est moi. Bon, c'est pas tout à fait ça dans le champ familial. Donc il y a une forme d'involontaire avec lequel il faut, il faudra s'accommoder. Mais ça n'est pas non plus un autre type de lien qu'on trouve finalement dans le lien social ou dans le lien politique. La caractéristique ici du lien social ou politique, plutôt, c'est qu'il est, pour une part, essentiellement un lien, artificiel, qui relève effectivement d'une forme d'élaboration, qui peut être très subtile, par justement le langage de la loi, au sens de la loi positive, mais qui fait que finalement, cette fois-ci, ce qui me lie à l'autre, c'est la nécessité de la loi ou éventuellement de la contractualité. Bref, dans le champ domestique ou dans le champ familial, les liens ne sont pas des liens contractuels. Il peut y avoir du contrat, ne serait-ce que parce qu'en famille, malgré tout, il y a des sujets de droit, qu'on le veuille ou non, que la question du droit s'applique aussi à l'intérieur en fait, du champ familial, et que ce droit en fait, va structurer aussi ces liens, si on pense à la législation sur la question des héritages, sur la question des responsabilités parentales, etc. Bref, je ne dis pas qu'il n'y a pas de droit à l'intérieur du lien, enfin du familial, mais je dis qu'en fait la question du lien familial, même si elle est structurée par la loi et par le droit, n'est pas de l'ordre d'un lien politique ou d'un lien uniquement juridique. Mais par contre, ce qu'on observera, c'est comment le politique, parfois, se sert de la famille pour éclairer le lien politique. La figure du père, ou de la mère, ou du petit-père, dans l'image politique, elle a été extrêmement importante. C'est-à-dire qu'en quel sens le personnel politique serait-il une figure paternelle ou maternelle? Bon, on en sait les usages. Donc, si vous voulez, on est devant un type de lien donc, qui n'est ni électif, ni artificiel, comme peut l'être le lien politique. Alors, quel est-il, si ce n'est pas ça? Bon. Donc, dans notre deux, on pourrait dire qu'il y a encore un autre type de lien, c'est finalement le lien social classique, qu'on a dans une association, quoi. Et donc, la question, elle est là, c'est qu'est-ce qui fait qu'une famille, c'est pas une association, au sens loi 1901, quoi. Pourquoi c'est pas une amicale ou une inamicale, peu importe. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est en question, donc, c'est de répondre à ces questions, enfin, à cette interrogation. Et donc, quand je suggère de dire, bien, une famille, c'est une origine et une attente déclinées sous le fond d'une hospitalité généalogique,
bien c'est répondre à ce qui fait la singularité du lien familial. Qu'est-ce qui fait sa singularité? Eh bien, c'est ce que j'appelle donc une hospitalité généalogique. Être inscrit dans du familial, c'est être inscrit dans un lignage. Donc, ce qu'on appelle une généalogie, dans une généalogie. C'est-à-dire que toute naissance, d'une certaine façon, est l'inscription d'un petit humain dans une histoire plus vaste que lui, qui est celle qui est portée, déclinée par une généalogie. De telle sorte que quand je nais, même si c'est une invention finalement assez tardive, la première chose qu'on me donne, c'est un nom. Mais ce nom qu'on me donne, qu'on dira nom propre, en fait n'est pas un nom propre. Non pas qu'il soit sale, mais il peut l'être. Il y a des noms qu'on dit des fois difficiles à porter, mais quand on dit nom propre, on dit en fait le nom d'un collectif. C'est que le nom dont on m'appelle inscrit l'histoire du sujet que je suis dans une histoire qui est l'histoire vaste de ce nom. C'est-à-dire que le nom qu'on dit propre est en fait le nom d'une communauté qui installe l'histoire de chacun bien, dans une vaste histoire, donc qui pourrait-on dire, qui connecte l'histoire individuelle avec le temps social et peut-être, j'ose le mot, finalement, avec le grand temps de l'histoire, ou si vous préférez, le temps cosmique. Je mets un petit peu de pathos, mais il faut en mettre un petit peu quand même. C'est-à-dire, en fait, que qu'est-ce qui s'engage là? Par le biais de la généalogie, eh bien, c'est donc d'une inscription généalogique, donc être inscrit dans un lignage, eh bien, ce qui s'y inscrit, c'est une connexion de mon histoire avec le temps long de ce qui me précède, et le temps non moins long, l'avenir dure longtemps, disait Nietzsche, de ce qui va me succéder. C'est-à-dire qu'avec finalement l'inscription généalogique, mon histoire tourne à la fois en amont du côté de l'origine et en aval du côté de ce que j'appelais l'espérance ou la question de l'attente, de l'horizon d'attente. C'est-à-dire que qu'est-ce que fait une famille par le biais du généalogique? Eh bien, c'est réinscrire finalement le caractère mystérieux et à la fois aléatoire d'une naissance dans une forme de destinée. Mais vaste, parce qu'elle a finalement cette destinée, l'amplitude infinie et vertigineuse pour une part que porte le généalogique. Vertige du côté d'abord de l'origine. La question de l'origine, c'est pas une question d'historien. C'est pas une question d'historien parce que c'est une question métaphysique. Alors, au quotidien, les familles n'ont pas l'impression qu'elles font beaucoup de métaphysique. Mais on en fait quand même un petit peu de temps en temps. Et autour de cette question-là, finalement, la question de l'origine et la question de l'attente. Je vais en parler dans quelques instants. C'est assez flagrant. Enfin, on peut comprendre ça très très facilement, je pense. Je donne un exemple pour illustrer ça, parce que vous allez dire, on est en train de décoller, mais si vous voulez, la question qui se pose, c'est pourquoi, lorsqu'un enfant naît dans une famille, le couple qui, du moins dans nos sociétés à nous, qui parlent de familles nucléaires, non pas parce qu'elles sont explosives, parce que ce sont, mais parce qu'elles se sont, un petit peu recentrées sur le minimum syndical de ce qui serait peut-être la famille, enfin on en parlera. Pourquoi, donc, quand un enfant vient au monde, les grands-parents se sentent concernés, alors que ce n'est pas leur problème, a priori. Ou plus précisément, en quel sens les grands-parents se trouvent ou se réjouissent de cette naissance? Ça me frappe, moi, ça m'a frappé quand ça m'est arrivé. Je pensais que c'était une affaire entre ma femme et notre enfant, et voilà mes parents qui appellent, comment tu l'as appelé, pourquoi tu l'as appelé comme ça, enfin bref, voilà, je passe les détails. C'est-à-dire, en fait, cette question du concernement, elle est importante parce que ce qu'elle dit, c'est précisément que ce qui s'engage autour de l'inscription généalogique, c'est une interrogation qui porte, je disais, en direction de
l'ancestralité. Donc du temps vaste de ce que j'appelle ici la question de l'origine. Or, la question de l'origine, qu'est-ce qu'elle pose, qu'est-ce qu'elle habite comme interrogation? Eh bien, ce n'est pas une interrogation, je disais, d'historien. Pourquoi? Parce que le problème de l'origine, ce n'est pas le problème du commencement. Vous savez, je ne sais pas si cette distinction elle est importante à faire. Il ne faut pas confondre le problème du commencement et la question de l'origine. La question du commencement, c'est comment ça s'est passé, quoi. Est-ce que tu peux me donner des détails sur comment je suis venu au monde et où c'était, quel jour, à quelle date? Ça, c'est des questions de commencement. La question de l'origine, ce n'est pas la question du quand ça s'est passé et selon quelle modalité, c'est la question du sens de cet advenu. Donc du caractère assez mystérieux de cette façon, du fait que pourquoi sommes-nous là plutôt que pas? Alors, ces questions, on ne les a pas, je le redis, tous les jours, mais ceci dit, les ados nous les font entendre, parfois de manière assez virulente. J'ai pas demandé à venir au monde. Pourquoi vous me vouliez? Bon, bref, on touche sur la question donc, fondamentale de l'origine, qui est une question donc, qui est, je le redis, de sens ou de non-sens. Donc il y a cette question vertigineuse, mais qui dit qu'effectivement, du côté de l'origine, on n'en a jamais fini de remonter d'une génération à une autre, de telle sorte que mon histoire à moi, connectée avec l'histoire des générations précédentes, ça s'arrête où? Et on descend très très loin jusqu'à des figures proto-historiques, j'allais dire, qui dans la structure nous échappent peut-être, quoi. Mais ce qui est vrai du côté de la question, du côté de l'origine, est vrai aussi, du côté de l'attente ou de ce qui est à venir. C'est-à-dire qu'au fond, ce qu'engage aussi une inscription généalogique, c'est une interrogation sur comment envisageons-nous le temps qui vient. Le problème n'est pas une question ici, une question non plus de sociologie, c'est-à-dire est-ce que nos enfants sont plus riches que nous, sont-ils dans l'ascension sociale, ces questions sont légitimes, elles ont leur importance. Mais là où j'en suis de l'analyse, ce que je voudrais pointer, c'est que autour de la question de l'origine d'un côté et de l'attente de l'autre, ce qui s'engage avec la question d'attente, c'est une ouverture du temps. C'est qu'au fond, chaque naissance, à sa manière, elle est vécue, pensée, représentée, comme une manière d'ouverture du temps à des possibles dont on ne sait pas encore lesquels ils seront. C'est ce que dit Arendt quand elle dit à sa façon que qu'est-ce qui s'engage dans l'idée de natalité, c'est finalement une forme d'ouverture sur le caractère imprévisible du temps. C'est-à-dire la chance que le monde puisse recommencer. Bref, donc avec cette première définition, donc la famille, une origine et une attente déclinée sous le fond d'une hospitalité généalogique, donc on dit d'abord qu'effectivement, même si c'est très ténu, qu'au fond le familial avec le généalogique engage les humains dans une vaste fresque qui porte sur leur façon qu'elles ont de traverser le temps long. Ça, c'est première strate, si je puis dire. Première strate. Ce qui veut dire que ce que je viens de faire, c'est finalement connecter la question de la famille avec, disons, même si je ne l'ai pas fait comme ça, mais au fond, avec ce qu'on appelle la famille humaine. C'est-à-dire que ça donne du souffle. Et je veux dire que même si on ne le fait pas, ou on a l'impression de ne pas le vivre comme ça, moi je suis toujours assez épaté. Il y a des sociologues et des psychanalystes maintenant qui travaillent sur les faire-part, sur la forme et les récits qu'on trouve écrits sur les faire-part de naissance. C'est assez étonnant de voir qu'aujourd'hui ce sont les enfants qui annoncent, qui viennent d'arriver. C'est plus les parents qui annoncent la naissance des enfants, c'est les enfants qui annoncent leur venue. Bon. Donc c'est cette histoire du passage du modèle au module que j'évoquais tout à l'heure. Bon, je ne développe pas ça, mais au fond, quand on fait part d'une naissance, pourquoi ça concerne les autres? Si ce n'est que parce que ça engage quelque chose qui est de l'ordre effectivement d'une interrogation et d'une joie sur la vie qui reconnaît la vie, aussi bien du côté de la question de l'origine que celle du côté de l'attente. Bon. Mais si on donne que cette définition, elle est un peu abstraite quand même. Elle est un peu abstraite, c'est-à-dire qu'en fait elle donne une amplitude, temporelle et spatiale, mais elle est un petit peu abstraite, c'est qu'il faut rajouter à cette première définition une seconde. Et
quelle définition pourrait-on proposer, donc en n'oubliant pas la première, hein, c'est que finalement, qu'est-ce que fait, donc ça sera la deuxième partie, hein, on peut dire finalement qu'une famille, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, c'est un espace et un temps où la différence apprend à être compatible avec la similitude. Et donc, je voudrais maintenant définir, enfin préciser ce que j'entends sous cette proposition. Hein. Donc, la famille, un espace-temps où la différence est compatible ou apprend à être compatible avec la similitude. Ce qui est en jeu maintenant, c'est effectivement de se demander comment la famille fait lien. J'en ai défini une structure profonde, hein, mais comment elle fait lien et qu'est-ce qu'elle lie au juste, au sens du lié. Bien, en fait, elle est confrontée, si on peut dire, elle est confrontée à un problème, c'est un peu rhétorique de dire comme ça, mais qui est finalement d'articuler plusieurs types de liens. Premier type de lien, il est lié à la question, au moins à un moment donné, de la différence des sexes. Il y a du masculin et du féminin. Premier type de lien. Il y a un second type de lien qui est, cette fois-ci, attaché à la différence des générations. Autrement dit, on peut au moins déjà dire que qu'est-ce que fait une famille? Elle croise deux types de liens. On pourrait dire qu'il y a l'axe vertical des successeurs, les différentes générations, première, deuxième, troisième, quatrième, aujourd'hui cinquième génération, c'est parfois incroyable. Les formes contemporaines du familial voient une juxtaposition de générations de façon un peu inouïe, de telle sorte que les personnes âgées se voient privées de leur vieillesse parce qu'il faut qu'elles s'occupent des très âgés, et inversement. Donc il y a donc la famille croise donc l'axe vertical donc du successif, donc la succession des générations, avec l'axe horizontal de la différence, on va dire de la différence des sexes, même si je n'ignore pas que cette différence elle est instituée, qu'elle est élaborée, qu'elle est travaillée par les problématiques de construction en fait des identités sexuées. Vous aurez une conférence là-dessus, je ne vais pas développer ça. Et puis, en fait, la famille articule un troisième type de lien avec ces deux précédents. C'est qu'au fond, c'est la question cette fois-ci, des liens qui relèvent, en fait, de la différence, plutôt que des liens, c'est comment lier ensemble différents désirs. C'est-à-dire que ce qui s'engage aussi dans le familial, c'est précisément une coexistence, une articulation, une conflictualité entre des désirs. À commencer au moins par celui d'être aimé, ou pas trop mal aimé. Et donc, cette question-là, donc ces trois liens, donc, la question de la différence des sexes, la question de la différence des âges et la question de la différence des désirs, toute famille, quelle que soit sa composition ou sa recomposition, qu'elle soit hétérosexuelle ou qu'elle soit homosexuelle, qu'elle soit, marquée en fait par des migrations, si on pense aux familles adoptives, ou qu'elle soit en fait l'issue de remariage, etc. Il n'y a pas une famille, qui soit confrontée à cette triple problématique. Comment articuler la différence des sexes, des âges et des désirs. Et cette question, eh bien, autrement dit, si on veut en parler en termes logiques, la question qui se pose, c'est comment faire du même avec de l'autre. Comment faire du même, c'est avec l'unité du familial, avec cette altérité, cette triple altérité que je viens d'évoquer. Et inversement, comment faire de l'autre avec du même. Et inversement, parce qu'il y a bien cette dimension un peu processuelle qui est ici engagée. Il y a un enjeu qui est très important, c'est que, au fond, une famille, ça n'est pas une juxtaposition d'altérité, en disant chacun de son côté fait son truc. Bon gré mal gré, autrement dit, il n'y a pas un éclatement total, autrement dit, c'est pas que de l'altérité, mais c'est pas non plus, qu'une espèce de communauté totalement étouffante dans laquelle tout le monde
est le même. Donc c'est cette respiration-là, entre mêmeté et altérité, si vous voulez, qui s'y engage. Pour ça que je préfère, plutôt qu'en parler comme ça, je préfère parler de différence qui apprend à se rendre compatible avec la similitude, pour dire effectivement que l'unité du familial n'est pas une donnée de la nature, elle est un travail. On apprend à se penser dans quelque chose comme un air de famille, parce il se dit qu'il y a quelque chose comme un style familial, un air de famille, c'est bizarre un air, parce que on ne sait pas trop comment ça se mesure. La qualité de l'air familial, on sait qu'il y a des airs familiaux irrespirables, mais il y en a d'autres, au contraire, qui sont dynamisants, mais au-delà de ces... Bref, il y a du climat familial. Il y a un climat familial qui peut être lourd, qui peut être pesant, qui peut être joyeux, qui peut être ludique, mais au fond, les tonalités du familial, une sorte de climatologie en fait, du familial, à quoi elle se joue, ou comment s'appelle-t-elle? Eh bien, c'est la tentative, précisément, d'inventer un style de relation où la question de la différence et de la similitude apprennent à être compatibles. Et je le redis, en fait, ceci est un processus. C'est-à-dire que cette question ne se pose pas de la même façon quand il n'y a pas d'enfants, quand il y a des enfants, quand les enfants sont plus grands, quand les plus grands sont de... Bref, vous avez compris, c'est-à-dire que ces dynamiques sont des dynamiques qui ne cessent en permanence de se redéployer au fur et à mesure que certains arrivent, que d'autres partent, etc. Donc, différence rendue compatible avec la similitude. C'est à Paris. C'est à Paris. Ce qui veut dire que parfois, ça n'est pas possible. Parfois, il y a des figures de l'éclatement. Parfois, inversement, il y a des figures en fait, de la fusion jusqu'à l'étouffement. Enfin bref, il y a des modalités très très différentes et subtiles de cette différence rendue compatible avec la similitude. Mais si on dit ça, autrement dit, c'est deux définitions. Donc, origine et attente déclinées sous le fond d'une hospitalité généalogique, plus, différence rendue compatible avec la similitude, c'est pas mal. Ça commence à donner un petit peu de chair à ce qu'on peut appeler famille, mais ça manque encore. Il manque encore quelque chose, de cette façon. Ce qui manque, c'est le fait que, comme réalité processuelle, finalement, ce qui s'engage dans le familial, c'est aussi un jeu des libertés entre les différents membres, les différentes personnes qui composent celle-ci, mais donc une relation entre des libertés qui, finalement, apprennent, je vais utiliser ce mot un peu vieilli, qui apprennent à s'élever ensemble. Donc qu'est-ce que c'est que, non pas l'élevage, mais de l'élévation mutuelle. Et donc pour prendre en charge en fait cette troisième strate, si vous voulez, en tout cas cette troisième piste, on peut proposer encore une autre définition donc complémentaire de la famille, qui dirait cette fois-ci, qu'est-ce que la famille, de ce point de vue? Eh bien, c'est une forme de la coopération, c'est une forme de coopération sociale, une forme de coopération sociale ordinaire, mais qui joue comme ce que j'appelle moi une petite école des capacités. Donc une forme de coopération sociale ordinaire qui joue comme une petite école des capacités. Et donc je voudrais développer ça, ce dernier point, donc troisième point, pour finir. Ça va, je suis encore dans les temps. Alors, en fait, en mettant l'accent d'abord sur l'idée de coopération sociale, ou ces formes de coopération sociale, ou de formes de coopération sociale ordinaire, c'est d'abord une remarque que font les sociologues, et donc je reprends ici une idée en fait de la sociologie, qui met l'accent sur effectivement l'idée que, eh bien, il y a dans le familial, avec le familial, se donne un type d'institution, une institution humaine dans lequel, effectivement, il est possible d'y être ce qu'on y est, mais en échappant à la logique ordinaire qui se trouve
dans le champ, comment dire, de ce que sont devenus, enfin de ce qu'est notre société, c'est-à-dire qu'en fait le champ des échanges. Autrement dit, parler de coopération sociale, c'est de dire finalement que, pour parler comme les sociologues ou les anthropologues, au fond, la question du don et du contre-don s'y rajoute en plus d'une seule logique, que la seule logique des échanges. C'est-à-dire, pour le dire autrement, c'est que, pour le dire simplement, oui, c'est cette idée qu'il y a avec les familles des formes en fait de solidarité qui s'y exercent, qui s'y déploient, que ce soit de la garde d'enfants, de l'aide aux devoirs, etc., etc. Je ne développe pas. Mais donc parler de coopération sociale ordinaire, c'est dire en fait qu'il y a un défi dans le familial qui est la conséquence de cette histoire de différence rendue compatible avec la similitude. C'en est la conséquence, mais du point de vue pratique. On pourrait le dire à la manière d'un jeu de mots. Les histoires, enfin les familles, les familles font des histoires, ou les histoires de famille, elles se reconnaissent souvent de le fait qu'elles font des histoires. Mais au deux sens de ce que ça signifie faire des histoires. C'est qu'une famille, effectivement, contribue à ce que des histoires subjectives, personnelles, puissent se déployer. Autrement dit, elles sont, en ce sens, école des capacités. C'est-à-dire comment elles aident un petit humain, à apprendre à se comprendre comme tel. Mais effectivement, dire qu'elles font des histoires au sens polémique du terme, c'est dire que ceci, ça ne se fait pas toujours, simplement, ni sans un petit peu de conflictualité, disons. Bon, pour dire les choses comme ça. Insociable, sociabilité, si on voulait parler comme Kant ou comme Freud, d'une certaine façon. Et donc, ce qui s'engage ici, c'est que, finalement, pour être une école des capacités, donc qui fabrique, met en œuvre, accompagne en fait des histoires, ce que font les familles, eh bien, c'est jouer ce qui se joue dans toute forme de coopération sociale, d'une certaine façon, mais avec toute cette dimension affective, passionnelle, presque pulsionnelle aussi, en fait, qui les traverse, qui les travaille. C'est le fait qu'il y a un double lien en fait, autour de cette question des capacités. Le premier lien, c'est, on va le formuler comme ça, j'emprunte cette formule à Philippe Chagnal. Il dit finalement, un des premiers enjeux, c'est comment apprendre à se donner sans se sacrifier. Rendre la différence compatible avec la similitude, penser dans le langage du don, c'est comment dans le familial, on donne sans être pour autant, nécessairement enfermé dans des logiques qui sont des logiques sacrificielles. Et cette question, elle se pose d'autant plus que nous venons, nous, d'origine ou de structure familiale où la figure sacrificielle, de la femme, souvent, était omniprésente. Donc, comment apprendre à y donner, voire à s'y donner, sans s'y sacrifier. Premier défi. Bon. Puis le micro. Ça fonctionne ? Plus ? Je vais finir là. Deuxième boucle. Donc, en plus du comment apprendre à se donner sans se sacrifier, il y a une autre question qui se pose. C'est finalement comment apprendre. Ça fonctionne de nouveau ? Non, c'est les piles. Ouais, c'est les piles, d'accord. Donc, comment apprendre à s'y poser comme sujet, c'est-à-dire en fait comment s'y opposer sans se massacrer. Comment s'y opposer sans se massacrer. C'est aussi la difficulté de la conflictualité familiale. On le sait, et c'est pour une part inquiétant, c'est en famille qu'on se tue le plus. Les formes les plus violentes de l'agression physique, c'est dans les milieux familiales. Donc la question, en raison précisément de cette dimension éminemment passionnelle, attachée à la question du lien, avec tout cet arrière-plan métaphysique que j'évoquais précédemment. Et donc, et la littérature ne va pas cesser de parler de ça.
Au fond, les histoires de famille, la littérature ne parle que de ça. Que de ça. Mais au fond, donc, double défi, donner sans se sacrifier, s'opposer sans se massacrer. Je dirais c'est tout l'enjeu finalement de cette petite école des capacités qu'est la famille, elle est confrontée à ça. Et comment ça se déploie, ceci? Justement dans une stimulation ou une sollicitation des capacités individuelles. Alors il faudrait les passer en revue, ces capacités. Je les évoque, mais je ne vais pas le déployer. Hein. Si par exemple on prenait pour guide par exemple la philosophie de Ricoeur, Paul Ricoeur, celui-ci dit finalement quelles sont les grandes capacités fondamentales. Il dit il y en a 4, et au fond si on les prend pour guide pour penser le familial, ça fonctionne assez bien. La première capacité, c'est celle en fait qui relève de la capacité à dire, c'est-à-dire au fond qu'est-ce que donne la famille? C'est d'abord la possibilité d'investir le langage. On dit de nos langues qu'elles sont des langues maternelles. Hein. Bon. C'est-à-dire qu'au fond, venir au monde, c'est aussi venir dans une langue. Parler notre expérience, parler notre situation, parler nos ressentis, avec les mots qu'on nous donne pour apprendre à les décrire. C'est pas rien. Et bon, il faudrait raffiner sur de quelle nature, au fond, est ce don, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'orthophonie, d'orthodoxie, d'orthopraxie même de la façon de parler. Donc, bon, bref, je ne développe pas, mais bref, il y a la question de la capacité à dire autour du langage, il y a la question de la capacité à faire, c'est qu'au fond, comment la famille sollicite nos capacités corporelles, hein, au sens très très large en fait de la question en fait ici du corps, à commencer par les minuscules accompagnements de la motricité des plus jeunes, mais aussi de la motricité des plus vieux. Que fait-on au fond de ces apprentissages minuscules, mais qui font la vie ordinaire et qui ramènent de la lenteur dans la rapidité de ce que sont devenues nos vies? Mais c'est vrai aussi d'une troisième capacité, hein, qui est, dit Ricoeur, la question de la capacité à raconter. C'est qu'au fond, qu'est-ce que fait la famille? Elle multiplie la fabrique des récits. Aussi, et donc multiplication des fabriques des récits, c'est-à-dire d'articulation de l'histoire d'un individu avec d'autres histoires. Elle mêle une histoire avec d'autres histoires pour fabriquer ce qu'on appelle parfois du roman familial. Ça n'empêche pas, les manipulations de ces histoires. Hein. Il y a ce qu'on dit, ce qu'on raconte et ce qu'on masque. Hein. Donc c'est la question des secrets. Hein, ici, mais au fond, quand on regarde ces récits, quels sont les récits qu'on déploie en famille? Finalement, il y en a trois types au moins. Je les évoque parce qu'ils nous renvoient à ce que fait précisément la grande littérature. Hein. Les récits familiaux, ça peut être des récits épiques. Il y a des grandes épopées familiales. Hein. Alors, quelles que soient les familles. Tu n'avais même pas 1 an, tu n'avais même pas 9 mois, tu marchais déjà. Et je me rappelle, c'était sous la table et on était tous là et c'était incroyable. Bon, hein. Mais ça, bon, bref, il y a de l'épique, hein, il y a de l'épopée familiale. Hein. Mais ça peut être, d'autres récits sur d'autres activités. Bref, il y a du récit épique, il y a du récit tragique. Hein. Qu'est-ce que nous racontons de nos histoires quant à les blessures, quant à l'inadéquation de voir nos familles ne pas être ce qu'on voudrait qu'elles soient, hein, mais qu'on désire pourtant encore de vouloir porter. Hein. Bref, il y a aussi du tragique, hein, du douloureux. Et puis, je trouve que cet aspect-là est important parce qu'on le néglige. Hein. Il y a des récits comiques. C'est que la famille, c'est aussi un espace où la question en fait, du comique a une vertu d'élévation, de construction. Hein. L'humour a une fonction pédagogique. Hein. On se prenait au sérieux, on disait que c'était nous, tes parents, et toi, tu étais notre enfant, mais on sait bien que pour une part, on joue. Qu'au fond, la question en fait, de nos rôles ne doit pas nous enfermer, parce que plus profondément que ça, il y a ce qu'on cherche à être mutuellement. Bref, comment l'humour, le comique en famille, il est aussi une façon de jouer le jeu de la famille en n'étant pas dupe des jeux qu'on y joue, justement. Et puis la quatrième capacité, hein, c'est ce que Ricoeur place sous la figure de l'estime de soi. Hein. C'est qu'au fond, comment, dans une famille, on sollicite l'autre, telle sorte qu'il puisse progressivement apprendre à s'estimer lui-même, reconnaître à ses propres yeux sa propre valeur, sous le regard de l'autre. Mais on le voit bien,
Donc dire quelle est l'école des capacités, donc c'est mettre l'accent sur ces 4 figures, mais reconnaître aussi qu'à chaque fois, sous ces 4 sollicitations, on a la figure contraire. On peut, ne pas avoir été sollicité dans ses capacités à parler, dans ses motricités, dans ses expériences du corps. On peut ne pas avoir été bénéficiaire, entre guillemets, des grands récits familiaux, tout ce qu'on ne nous a pas dit, qu'on aurait aimé qu'on nous dise. Et puis on peut aussi avoir été méprisé. Autrement dit, le roman familial n'est pas nécessairement un roman rose. Il n'est pas non plus nécessairement un roman noir. Mais en tous les cas, ce qu'il dit, c'est que effectivement, l'ensemble de ces capacités familiales, elles sont sollicitées dans un temps traversé, mais sous une typique un peu particulière, qui est que effectivement, en famille, on y vit ce qu'on peut appeler des dissymétries alternées. On y vit des dissymétries alternées. On y est, je l'ai évoqué en commençant tout à l'heure, tantôt dans la dépendance, tantôt dans l'indépendance. Et au fond, cette dissymétrie alternée, elle est à chaque fois l'occasion de revisiter, de redéployer autrement les capacités. Donc j'ai fini avec cette troisième définition, et donc avec à peu près ce que je voulais vous dire. Donc je reste maintenant à votre disposition pour vos questions, interrogations, demandes de précision, contestations, bref, à vous la parole. Merci de votre écoute. Allez-y. C'est passionnant, je ne m'attendais pas à trouver des définitions comme ça de la famille, parce que on a plutôt les aspects, vous le disiez, sociologiques ou politiques de la famille. Et en même temps, je trouve qu'on ne répond pas à la question où va la famille. Je trouve bien les explications, et ça me convient assez bien de cette définition que vous avez donnée. Mais la notion où va, pour moi, devrait se situer justement un peu dans le temps, en disant, je sais pas, en 1900 on était comme ça, en 1950 on était comme ça, on est maintenant comme ça, et en 2050 on sera peut-être comme ça. Et je suis un peu inquiet avec les dernières explications que vous avez données sur dire, faire, raconter et l'estime de soi. Parce que il me semble que dans notre monde actuel, ces valeurs, parce que c'est sans doute des valeurs, je ne sais pas comment dire autrement, sont quand même menacées, parce que le groupe familial a de moins en moins de temps, on prend de moins en moins de précautions pour pouvoir parler des parents vers les enfants, les grands-parents entre les générations, parce que peut-être qu'on est un peu trop devant la télévision, ou un peu trop devant l'ordinateur ou les consoles de jeux. Et c'est dire et parler, peut-être qu'on va encore y arriver, mais faire ensemble, en tout cas, je pense qu'il y a aussi des difficultés. Et puis raconter, c'est-à-dire retrouver les histoires de famille. Je pense qu'on n'est pas assez appliqué à travailler sur cet aspect-là. Et effectivement, vous avez raison de souligner que derrière, il y a quand même l'estime de soi, c'est-à-dire
que dans un petit groupe, quand on se connaît, quand on peut échanger, il met une espèce de confiance et d'estime de soi. Donc je reste un peu inquiet sur l'aspect où va la famille. Merci. Oui, je ne sais pas en fait. Je sais pas si c'est une question en fait. Je trouve que c'est effectivement, comme vous le dites bien, hein, c'est une inquiétude. Hein. Et probablement, comment dire que, alors sans faire d'angélisme, hein, mais probablement en fait que notre moment historique, hein, qui n'est plus totalement assuré de ces formes familiales, qui pouvait croire en fait qu'une forme familiale, ça garantissait définitivement pour toujours, comment dire, la question de savoir où on en sera demain. Effectivement, on peut plus, enfin en tout cas, on peut difficilement s'abriter, comment dire, devant une forme ou une statique familiale pour déterminer en fait ce qui en sera son devenir. Donc de ce point de vue, donc j'entends cette question-là, mais au fond, est-ce que toute famille, quelle qu'elle soit, finalement, elle n'a pas en permanence à revenir sur cette inquiétude. Mais moi, j'entends, comment dire, j'espère que ça n'est pas non plus qu'une facilité rhétorique, hein, qui est effectivement, inquiétude, ça veut dire sortir de sa quiétude. Hein. Sortir de sa quiétude, c'est-à-dire se demander, bien, qu'est-ce qu'il nous s'agit d'inventer, qu'est-ce qu'il s'agit pour nous, d'inventer, hein, de mettre en œuvre, eh bien pour, comment dire, faire tenir ce à quoi nous donnons. Bon. Et de fait, alors ce que vous dites, bon, j'ai pas voulu faire ça parce que c'est pas mon travail. Finalement, c'est plutôt un travail de sociologue, hein, ou d'historien, hein, de dire finalement comment les liens familiaux se trouvent aujourd'hui, comment dire, travaillés, rediscutés, déployés autrement par à la fois les nouveaux modes d'organisation sociale, l'activité en fait salariée des deux parents. Le rôle nouveau en fait joué par les grands-parents, c'est-à-dire qu'en fait comment la question en fait de la tonicité des grands-parents aujourd'hui joue fondamentalement comme un nouveau moteur en fait dans la manière de penser les dynamiques familiales. Hein. Bref, donc effectivement, ce qu'il faudrait, c'est maintenant rentrer dans le détail de, au fond, comment fait-on du lien avec ces éléments un peu que j'ai essayé de proposer dans le contexte de ce qu'est pour nous aujourd'hui la modernité tardive. Alors moi, si j'avais une inquiétude pour prolonger la vôtre, hein, c'est que ce que j'observe, c'est que je disais, finalement, la famille, on peut la penser comme une forme de un espace-temps de la coopération sociale ordinaire. C'est comment, finalement, nous sommes aussi à un moment du temps où ces formes de coopération sociale, qui relèvent ce que j'appelais de la question du don sans sacrifice, voilà, bon, et comment ces formes de coopération sociale, elles peuvent être très rapidement récupérées, comment dire, par les activités marchandes et par l'économie. Hein. C'est-à-dire, il y a tout un travail aujourd'hui sur ce qu'on appelle la question de la marchandisation de l'intime, hein, qui est que, de fait, tous ces éléments en fait, de sollicitation des capacités, ils peuvent être portés, substitués, je ne sais pas s'ils sont préemptés, hein, mais en tous les cas, ils sont en tous les cas l'objet aujourd'hui d'une forme d'investissement par les investisseurs, si j'ose dire. C'est-à-dire, vous n'avez pas le temps de vous occuper de l'anniversaire de votre gamin, on va vous le faire, hein, moyennant finance. Hein. Vous n'avez pas le temps de faire de l'aide scolaire, on peut vous proposer. Bon, et donc c'est vrai pour les plus jeunes, comme pour les plus âgés, comme pour la vie domestique. Donc, alors pour une part, c'est intéressant parce que ça réinterroge qu'est-ce qui finalement fait le fond du fond ou le cœur du cœur, je ne sais pas comment on va appeler. Donc bref, qu'est-ce qui du familial est inaliénable, mais en même temps, qu'est-ce qui, est-ce qu'il y a du familial qui soit inaliénable, c'est qu'il ne soit pas, susceptible de rentrer dans cette logique marchande que j'évoque ici, et donc si tel est le cas, bien c'est ce cœur, au fond, de cette école des capacités que j'évoquais précédemment, hein, mais dont on voit bien que c'est une réalité très fragile. Hein, c'est une réalité effectivement très, très, très fragile, et qu'il s'agit, à mon avis, socialement et politiquement d'accompagner. Mais alors après, c'est là qu'on rentre
sur des terrains qui sont à la fois intéressants mais pas moins passionnels, hein, c'est quelle politique de la famille pour les formes diverses que prennent aujourd'hui les familles. Hein. Mais c'est un des débats, une des questions en fait qui est aujourd'hui posée pour notre époque. Hein. C'est pas une question, c'est plus une. Enfin, si c'est une question, peut-être une réponse. J'entendais l'inquiétude du monsieur derrière et je me disais, est-ce que c'est pas la même inquiétude que nos parents ou grands-parents, ou du moins nos ancêtres, si on appelle ça de généalogique, avaient sur nos propres modes de vie qui ont évolué d'ici là. Est-ce que ces inquiétudes-là, de façon de faire différente, de façon de transmission différente, de l'estime de soi, de faire parler, de faire raconter ou de faire tout simplement, ne sont pas les mêmes qu'il y avait il y a 100 ans ou il y a 20 ans, ne serait-ce que dans les grandes évolutions de nos modes de vie il y a 20 ans, dans les années 80, 90 maintenant. Mais est-ce que ce n'est pas les mêmes inquiétudes qu'on a aujourd'hui ou que la génération de nos grands-parents ont aujourd'hui, enfin pour moi, mais que nous on aura aussi sûrement, enfin que moi j'aurai quand je serai grand-parent ou arrière-grand-parent, ou peut-être même arrière-arrière-grands-parents d'ici là, mais est-ce que ce ne sera pas les mêmes que j'aurai, parce que les modes de vie vont continuer, j'espère, à évoluer dans un sens ou dans un autre, peut-être à revenir à des fondamentaux, ou alors contrairement à évoluer à des choses, vous parliez de choses inaliénables, pardon, qu'est-ce qui fait le fondement exactement de la famille, qu'est-ce qui fait le cœur de la famille? Est-ce que cette inquiétude-là n'est pas la même qu'il y avait il y a 20 ans, tout simplement? C'est le... Enfin, moi, j'entends ça. C'est le mot même qui m'interroge en fait. C'est-à-dire que probablement, ce sur quoi vous mettez le doigt, c'est comment la trajectoire au fond qui est, pour une vie et pour une famille de traverser le temps. Elle est comme toute traversée, à la fois portée par des attentes, des rêves et au fond un onirisme exalté sans doute. Et en même temps, effectivement, aussi des inquiétudes. Et ça, probablement, c'est vrai sans doute pour toute traversée, hein, qu'elle soit dans le temps ou qu'elle soit dans l'espace. Hein. Que je modulerai un tout petit peu, hein, c'est comment cette question, elle évolue lorsque les contextes socio-historiques changent. C'est-à-dire que on n'est pas dans les... il y a des éléments en fait d'inscription du familial aujourd'hui qui ont quand même une singularité qu'on n'avait pas à la fin du siècle précédent, du millénaire précédent, pardon. C'est-à-dire, je vais prendre des exemples tout bêtes, mais qui peut-être peuvent éclairer ça. Les nouveaux moyens, de télécommunication, hein, type mobile. Hein, qu'est-ce qu'ils ont comme effet dans les espaces domestiques, hein, puisque on croit que nos enfants sont dans leur chambre en train de bosser et que en fait ils ont par le biais de ces nouvelles technologies 1, 2, 3 voire 4 avatars différents qui font qu'ils ont leur petite socialité par SMS, leur autre socialité par Snapchat, leur troisième par le biais d'internet et qu'ils délaissent la télévision d'ailleurs. Et en fait, on croit qu'ils sont à la maison, alors qu'en fait, ils sont dans des mondes. Qu'est-ce que c'est que l'espace intime de la domesticité quand on a des moyens technologiques où, au fond, cette fois-ci, l'intime est traversé, travaillé en fait par l'omniprésence en fait du public. Donc ça, je pense que cette question-là se pose aujourd'hui. Je ne dis pas que hier on ne se disait pas par sémaphore interposé, j'exagère sans doute. Tiens, quand j'aurai mis ma petite bougie, tu pourras venir me retrouver. Hein. Mais au fond, il y avait d'autres techniques qui n'étaient pas moins intéressantes. Hein. Mais effectivement, les modalités, je pense que c'est l'attention au contexte de notre situation historique que je modulerai un tout petit peu. Voilà. Mais effectivement, il y a cette idée qu'effectivement, il n'y a pas d'assurance d'une certaine façon quant à ce qu'on sera demain. C'est ce qui fait à la fois le caractère intéressant du vivant et à la fois sont difficiles. Hein.
Alors, je vous remercie pour votre intervention qui m'a beaucoup intéressée. Par contre, j'ai été vraiment surprise de jamais entendre le mot amour. Vous êtes philosophe, l'amour est un sujet philosophique. Pourquoi cette notion n'est pas abordée dans votre réflexion sur la famille? C'est vrai ça? En creux, vous en parlez? Pardon? En creux, vous en Oui, en creux, oui. On parle du lien, on parle d'un lien, de cœur familial. Oui, aidez-moi. Non, mais tout à l'heure, on parlait d'un cœur familial, de choses inaliénables. Moi, c'est là-dedans où je le vois, cette fameuse amour avec un grand Oui, oui. de lien entre les familles intergénérationnelles qui dépassent. C'est là-dedans où je le vois. Oui, enfin moi aussi, mais c'est effectivement ce qui m'intéresse, c'est pourquoi je n'utilise pas le mot. Hein. C'est ça que j'entends dans votre question. En fait, je pense que c'est je crois que c'est par prudence, pour dire les choses comme ça. C'est-à-dire ma prudence, c'est de ne pas trop rapidement inscrire, à la fois nos réflexions, nos analyses sur le familial dans du trop vite sirupeux, en fait. Donc peut-être parce que je me méfie moi-même de ma propre douceur, mais si vous voulez, dans la double tension par laquelle j'ai terminé, c'est-à-dire comment on se donne sans sacrifier, et comment on s'oppose sans se massacrer, pour moi, c'est ça qui s'engage dans la question, en fait, de l'amour dans le familial. Et je peux l'expliciter un tout petit peu, mais en fond, pourquoi j'en parle de cette façon? Parce qu'effectivement, c'est une expérience qui est très équivoque, la question de l'amour en famille. C'est très équivoque parce que très vite, l'amour n'est pas très loin de la haine. Très vite, la question de l'hospitalité n'est pas très loin de celle de l'hostilité. Bref, c'est pour ça que j'ai préféré plus parler de l'espace-temps familial comme une réalité passionnelle. Et au fond, dans le passionnel, j'y mets aussi de l'amour, que de l'amour lui-même. Alors, ceci dit, vous me forcez aussi, à le faire. En fait, une manière que j'aurais peut-être de vous répondre, c'est de dire que finalement, ce que le familial peut-être donne d'articuler, c'est ce que les philosophes apprennent, eux, à séparer. C'est-à-dire, c'est un peu classique de séparer, quand on dit l'amour, la question donc de l'éros, de celle de l'agapé et celle de la philia. C'est-à-dire, il y a donc la dimension de l'éros, c'est l'idée que effectivement une des formes de l'amour aussi dans le champ familial, du moins par le biais de la conjugalité au moins, c'est la question effectivement du plaisir érotique, des joies de la nuptialité, il y en a, et heureusement. Mais effectivement la question c'est comment, le défi pour le familial, je dirais, autour de la question de l'éros, c'est comment faire une histoire avec, cette force, cette force puissante au fond qui est celle de l'éros. Comment faire une histoire, c'est-à-dire que on voit très bien que la question en fait de l'organisation du familial, ce que les anthropologues appelleraient en fait des structures de parenté ou des structures d'alliance, la famille en permanence, elle se pose la question, c'est comment donner de la mesure à la démesure de la pulsion érotique. C'est une vraie question. Alors c'est vrai pour le couple conjugal, mais je dirais que c'est vrai aussi pour la dimension érotique de nos enfants. Qu'est-ce qu'on en fait Donc il y a effectivement, comment cet éros, on l'articule pour en faire quelque chose qui soit en même temps une histoire. Donc c'est la question de la philia. La philia au sens donc de l'amour d'amitié, comme on dit. Et finalement, le apprendre à rendre la différence compatible avec la similitude, d'une certaine façon, c'est réinstaller effectivement dans une forme de reconnaissance mutuelle, aimante, bienveillante,
cette dimension pulsionnelle qui la sous-tend aussi. Et puis peut-être que le rêve, l'horizon, et parfois aussi les moments en fait réussis en fait du familial, c'est dans ces moments de l'agapé, où effectivement, donc c'est l'idée de, c'est un peu compliqué. Enfin, ce mot agapé, c'est qu'en fait de reconnaissance mutuelle sans aucune équivoque. C'est un peu l'amour au sens presque spirituel, presque en fait, du mot, qui s'y engage et qui dit que probablement qu'il y a dans nos attentes en fait du familial l'attente secrète que au fond les relations entre chacun des membres qui la composent soient telles qu'il y ait de l'harmonie ou qu'il y ait une entente. Bon, il va bientôt y avoir les fêtes de Noël, c'est comment qu'on dit être des fêtes de famille, comment le repas de famille sera enfin peut-être, la synthèse, de la vie de la vie familiale réussie, et peut-être encore une fois pas encore à la hauteur de ce qu'on attendrait. Voilà, mais donc je dirais qu'en fond c'est un peu comme ça que j'essaierai de répondre à votre question. En tout cas, merci de m'avoir posé. Dès lors, monseigneur. Il n'y a plus de questions. S'il n'y a plus de questions, on s'arrête. Mais si vous en avez encore, on peut continuer. Oui. J'ai noté peut-être mal, mais qu'on apprend à vivre en famille. Je me souviens un point d'interrogation, justement pour toujours cet aspect futur, finalement. À partir du moment où on trouve de nouvelles formes de famille et où on rencontre des nouveaux phénomènes qui font que c'est plus comme avant, je dirais. L'apprentissage risque d'être de plus en plus délicat au fil des générations, finalement. C'est-à-dire que la famille, même étendue, où on pouvait se retrouver non seulement papa, maman, les enfants, les grands-parents, mais aussi les cousins, les oncles et les tantes, ça c'est quelque chose dans notre société qui est probablement de plus en plus rare à faire. Or, les histoires de son famille se construisaient bien dans ces réunions. À partir du moment où on n'arrive plus à se regrouper, à recréer l'association familiale, on va perdre la transmission. Et je pense qu'il y aura toujours des familles, mais beaucoup plus diluées, peut-être beaucoup plus réduites que ce qu'on a pu connaître. Et donc cette notion d'apprendre à vivre en famille, est-ce que vous ne pensez pas qu'elle va perdre du poids, quoi, dans ce qui est devant vous? Oui. Donc, je ne suis pas prophète, mais moi je pense que la question que vous nous posez, c'est ce serait un travail. Je pense qu'il y aurait un travail d'inventaire à faire, sans doute qu'il est fait par les scientiologues ou ceux qui font un peu une auscultation en fait des formes contemporaines en fait du lien familial. C'est faire un inventaire de toute l'inventivité dont les familles font preuve pour finalement chercher à fabriquer ou à retisser ou à produire en fait du lien. Et probablement en fait qu'il n'y en a pas moins. Il est sans doute autre que les quelques figures que vous évoquiez. Mais
Bon, d'abord, ce qui est assez remarquable, c'est que par les temps qui courent, comment dire, dès que vous posez la question, je veux dire, comment dire, on le voit bien dans les sondages, j'en fais pas une panacée, mais au fond, quels sont pour vous les lieux ou les valeurs ou les espaces en fait qui sont considérés comme des espaces de ressourcement où il est possible d'y être un peu tranquille, c'est la famille. C'est-à-dire que on n'est peut-être pas forcément d'accord sur le contenu de ce qu'elle devrait être, mais comment dire, il y a quand même un consensus très très important sur l'idée que le familial demeure malgré tout un espace où le sujet peut s'y ressourcer comme sujet. Donc c'est, autrement dit, ça dit quand même quelque chose comment dire, du rôle, comment dire, à la fois social, psychologique, moral, enfin tout ce qu'on veut en fait que les familles peuvent jouer. Mais après, moi je trouve effectivement, je pense c'est important d'être attentif à l'inventivité des nouvelles pratiques du familial. Et il y en a quand même beaucoup. C'est-à-dire que effectivement, il y a une très grande mobilité, comment dire, dans nos sociétés, c'est vrai. Donc la question des rassemblements sur un territoire sont pas forcément simples. Et en même temps, avec les nouveaux médias électroniques, je suis d'accord qu'une connexion, ça ne fait pas encore une communication, hein, et que la communauté, comment dire, virtuelle, c'est pas la communauté tout court, mais néanmoins, je veux que ce sont des espaces où il y a énormément d'interactions, qui sont aussi des interactions chaudes, qui ne sont pas uniquement froides. Hein. Quand je dis chaude, ce n'est pas au sens du hot, hein, comment dire, mais c'est au sens, en fait, quand on disait en fait, que ces médias électroniques étaient des médias froids, au sens où en fait, il n'y avait pas d'émotion ou d'affect qui passe. Aujourd'hui, on a des médias en fait, comment dire, qui permettent aussi le véhicule en fait, des émotions, et où en fait, il y a une quantité de liens en fait, qui s'entretiennent de cette façon. Je prends celui-ci parce que j'ai cette image en fait. Cette idée qui me vient à l'esprit, mais il y a une inventivité sociale autour de la problématique des vacances. C'est-à-dire que c'est intéressant aussi de voir ce que sont devenues les vacances en famille, là où autre temps, ou dans d'autres temps, les vacances en famille, c'était pour aller bosser dans les champs avec les grands-parents, ce qui était pas mal, hein, mais c'était autre chose. Mais je trouve que la question que vous nous posez, c'est quelles sont les ressources dont les familles sont capables de faire preuve bien pour inventer d'autres figures du lien et pour nourrir du lien, et d'un lien qui soit humanisant. Ben, je crois qu'il y en a quand même. C'est-à-dire que faudrait prendre après les unes après les autres, comment dire, les différentes rubriques, donc des interactions entre frères et sœurs ou entre parents et grands-parents. Quand on voit comment les grands-parents sont sollicités aujourd'hui, je veux dire dans les problématiques justement de transmission, donc la question des récits, hein, et le rôle social qu'ont les grands-parents, il a considérablement changé par rapport aux générations précédentes, hein, quand même. Vous dites non ? Ils ont toujours eu ce rôle-là. Toujours eu. Les anciens, quand ils se réunissaient autour de la cheminée au moment de la veillée, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils racontaient des histoires, ou des histoires de famille, ou d'autres choses. Je crois qu'ils ont toujours eu ce rôle-là. Sont effectivement le grand-parent, il inscrit, ou le grand-grand-parent, il inscrit dans le généalogique, de toute façon. Parler des moyens de communication, mais aussi des rassemblements familiaux qui n'existaient pas avant, les cousinades par exemple, chose qui est assez récente, les anniversaires fêtés tous les ans, qui sont aussi quelque chose de récent. Enfin, on voit surtout chez les petits-enfants, des repas familiaux pour chaque anniversaire d'enfants de moins de 10 ans, c'est quelque chose qui se fait assez régulièrement. Alors plus ou moins facilement avec l'éloignement que le monde nous accorde aujourd'hui, mais il y a aussi la notion que vous avez donnée de voyage. Il y a aussi une notion, avant on parlait chez les grands-parents, vous disiez on allait chez les grands-parents, maintenant on va en famille en vacances. C'est possible que les gens vont au sud de la France, dans le nord, dans d'autres pays pour aller voir la famille. Justement ce côté de transmission. Je pense que la transmission est vous parlez d'imaginatif, moi je dirais évolutive, dans le sens où on ne transmet pas les mêmes choses et pas pareil. Avant on transmettait des histoires familiales plus anciennes, des contes, des choses comme ça. Maintenant c'est peut-être plus un savoir peut-être plus rude, mais en même temps plus proche d'une réalité peut-être violente, peut-être active, mais d'une réalité différente en tout cas. Je pense que autre
qu'elle soit différente, elle a évolué dans un sens de transmission et de qu'est-ce qu'on transmet. Tout en gardant vos 4 capacités d'être, qui sont toujours en ligne. Oui, je sais pas, il n'y a pas à répondre, hein, mais Non, oui, non, oui, oui. Un avis perso. Oui. Alors, je pense qu'il y a une chose peut-être, c'est qu'on parle du lien familial. Il a changé. On parle de autrefois on se retrouvait, mais en fait autrefois il y avait peu de générations. À l'heure actuelle, un enfant qui naît va connaître de 5 à 7 générations. Si. Ah si, elle est descendante. Si les études de sociologues montrent que ça va de 5 à 7 pour les nouvelles générations qui naissent. Donc automatiquement, ils auront un lien avec... Oui, c'est ça. Ils vont connaître beaucoup plus leurs ascendants et leurs descendants qu'on ne le faisait avant. D'autre part, il y a d'autres liens qui se créent, qui sont différents. Autrefois, les anciens vivaient au sein de la famille. Aujourd'hui, on ne vit peut-être pas au sein de la famille, mais contrairement à ce que l'on a tendance à dire, on ne vit pas si loin que ça. Parce que plus de la moitié des familles vivent dans un périmètre relativement restreint d'une cinquantaine de kilomètres. Et rares sont les gens qui vont loin. On en parle beaucoup, mais en réalité, peu de gens changent réellement de région. Moi, ça fonctionne, oui, ça fonctionne pas. Oui, voilà. Oui, En fait, je vais pas répondre, en fait, parce qu'en fait, là aussi, ce sont des informations que vous donnez, mais ce qui me semble intéressant de pointer, c'est, comment dire, que nos histoires de famille sont toujours des histoires forcément personnelles, mais il est possible malgré tout de les comprendre et d'en rendre compte, comment dire, en utilisant une langue qui en parle de façon impersonnelle. C'est-à-dire que ce qui se trouve intéressant de pointer, ce que vous convoquez, c'est, dans votre discours, c'est un acteur que je n'ai pas évoqué, qui est le rôle en fait des analyses des démographes. Parce qu'au fond, effectivement, le travail de la démographie, c'est effectivement de montrer qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui des effets de l'allongement de ce qu'on appelle l'espérance de vie, ou du côté de la durée de la vie, sur les manières de composer le familial, de réfléchir comment le familial se construit, se dilate dans l'espace, pour reprendre les 2 exemples que vous avez pris. Et finalement, moi je trouve ça qui est intéressant de pointer, c'est que le familial, c'est éminemment, comment dire, des histoires singulières, mais qui sont structurées par des tendances, je veux dire, qui relèvent d'une régularité qui, elles, semblent échapper à l'initiative personnelle parce qu'elles font des éléments en fait, qui structurent un air du temps. C'est la force des sciences sociales, de ce point de vue, d'éclairer le familial par ces tendances qui sont lourdes. Et donc, convoquer le démographe, c'est dire ça aussi. C'est-à-dire qu'on croyait que c'était que notre histoire, et en fait, notre histoire, pour une part, elle est non pas malheureusement banale, mais elle est l'illustration en fait de modifications statistiques que la démographie nous rappelle. Voilà, c'est un commentaire, ce n'était pas une réponse, mais... Je vous remercie également de votre intervention qui était à la fois très claire et relativement concise par rapport aux conférences qu'on a ici l'habitude d'écouter. On sent chez chacun, un petit peu ici aussi, la sacralisation de la famille. Je voudrais apporter un point de vue plus personnel qui pourrait aussi faire réagir, mais je voudrais votre point de vue à vous sur les tendances peut-être nouvelles, mais qui doivent se faire jour, de gens qui seraient plutôt non pas dans le refus, mais d'un certain détachement vis-à-vis de la famille type traditionnelle. Bon, je pense à des
femmes qui refusent d'avoir des enfants, d'un choix très délibéré, de gens qui s'éloignent, madame, de leur famille, aussi délibérément, pour ne pas être finalement trop proches. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'un point de vue éthique ou moral de cette attitude? Oui, enfin, qu'est-ce que je peux en dire? C'est que je disais tout à l'heure que les histoires de famille font des histoires, hein, et elles sont superbes et elles sont aussi douloureuses. Autrement dit, je crois que ce que vous nous faites entendre dans votre question, c'est qu'il y a aussi du tragique dans le familial. Hein, bien sûr. Hein, Sans aller jusqu'au tragique. oui, non, mais le tragique, je prends au sens en fait de ce que les Grecs disent quand ils disent tragédie, c'est-à-dire en fait, c'est pas forcément l'idée qu'on finit par s'entretuer, hein, mais c'est sur l'idée que le monde qu'on y vit, enfin ce qu'on y vit, ne correspond pas nécessairement à l'idéal qu'on voudrait qu'il soit. Hein. Et donc au fond, cette composante-là, elle est elle dit qu'il y a à la fois un horizon d'attente, c'est pour ça que je parlais, enfin il y a un horizon d'attente du familial qui est celui, comment dire, alors bon je dirais, est-ce que c'est, on va dire le mot d'harmonie pour simplifier, hein, au fond un horizon d'attente en fait, bien d'une entente qui puisse être harmonieuse, mais qui se heurte, comment dire, aux trajectoires, aux libertés aussi individuelles des membres qui la composent. Et effectivement, c'est pour une part, comment dire, effectivement, blessant, hein, au moins blessant. La question, enfin pour moi, comment dire, en vous écoutant, je me disais en fait ce qui vient, enfin, peut-être rajouter à la blessure, ou en tout cas peut-être, comment dire, la maintenir vive d'une certaine façon, c'est que ce type de lien, hein, je disais en commençant, voilà, on n'est pas dans du lien électif, mais on n'est pas non plus dans du lien totalement construit, artificiel. Et au fond, dès qu'on dit ça, ça signifie que, bien même si l'autre n'est plus là, parce qu'il ne veut plus, hein, parce que, voilà, par indifférence, par haine, bon, puis il y a plusieurs façons enfin, de penser l'éloignement. Hein, enfin, vous l'avez pudiquement dit, mais vous l'avez bien dit. Ce que ça pose, c'est que effectivement, qu'est-ce qui demeure du lien lorsque finalement l'autre, parce qu'on est au moins deux, ne veut pas, comment dire, l'entretenir, le soutenir, le nourrir. Hein. C'est un peu ça qui est un peu étrange, parce que c'est très tripal de certaine façon. C'est-à-dire que on touche aussi des questions qui sont de l'ordre de comment en fait de la vie se maintient par-delà moi-même, hein, autour de la question de l'engendrement. Hein. Et donc je ne veux pas dire qu'on fait des enfants pour que nous continuions d'exister. Hein. C'est Hegel qui disait ça, au fond, par la sexualité et la reproduction, quand les individus meurent, l'espèce demeure. Hein. Alors, c'est un peu court de penser nos familles comme étant des stratégies pour nous dupliquer nous-mêmes à travers le temps, c'est un peu, bien sûr, mais néanmoins, je crois qu'il y a quelque chose, comment dire, dans le familial, qui est de l'ordre de comment nos familles sont des machines à résister à la mort, d'une certaine façon, quand même. Et je crois que ce qui rajoute de la douleur dans la séparation de l'autre, surtout quand on est dans du lien généalogique, hein, notamment, hein, je crois que la question de la séparation de l'enfant ou du conjoint, c'est pas la même problématique, quand même, de ce point de vue-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de douleur dans les deux cas, mais c'est pas la même. Et je pense que c'est probablement en raison de cette question, au fond, de qu'est-ce qu'il en est de la vie qui va continuer et qui ne veut pas se dire ou se reconnaître eu égard à ce qui l'a précédé. En tout cas, voilà ce que je ferai comme commentaire à votre, enfin prolongement en tout cas à votre réflexion. J'appuie sur le bouton, mais j'ai raté le micro. Elle appuie sur le bouton et j'éteins le micro. Voilà, mais c'est ça le problème des familles et de la technique. Le lien qui se... Oui, moi j'ai une réflexion, si vous voulez, qui est en lien avec la question du sujet, c'est-à-dire où va la famille.
c'est le problème de la tension que je vois entre l'évolution de notre société. Alors, je vais prendre un point de départ qui est tout à fait récent, hein, par exemple 68, l'étatement des structures de la société, le poids des règles, les rites, tout ça. On a tapé sur l'église, on tape sur l'école, on tape sur la famille, voilà. Et puis, quelque chose qui me semble quand même assez immuable, c'est les besoins de l'être humain. C'est-à-dire ce besoin de chaleur humaine, ce besoin d'enracinement, le besoin d'appartenance, etc. Et il me semble que la famille est au lieu de ça. C'est-à-dire qu'il y a une tension entre des besoins, des nécessités inhérentes à l'être humain, et puis d'autre part, il y a la société qui s'est structurée à un moment pour des besoins, et pour des nécessités plutôt qui sont ce qu'elles sont, mais la vie moderne les a bousculées. Et on est, moi je me sens un petit peu comme, voilà, on est entre ces deux choses-là. Et alors, où va la famille? Eh bien, je ne sais pas. À la fois, les besoins humains tiendront, je dirais, d'une part, et puis les besoins de liberté, peut-être, feront que d'autres choses se délieront. Oui, enfin, vous dites bien les choses. Enfin, c'est intéressant de le situer comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, ce que vous dites, enfin, là aussi, ce que vous dites, c'est qu'on est, comment dire, avec le familial dans du très intime et dans du très politique. C'est-à-dire que à la fois du très intime autour de ce que vous appelez les problématiques des besoins, et en même temps du très politique, parce que c'est comment on structure, au fond, ces interactions familiales. Et c'est quand même assez frappant. Bon, j'ai pas mis l'accent là-dessus, mais comment dire, je pense que ça sera fait, comment dire, par les intervenants qui viendront après moi. Mais c'est intéressant de pointer que, comment dire, la question de la famille est très très vite rattrapée par la question politique. C'est-à-dire pourquoi y a-t-il des politiques de la famille? En fait, ce qui est en jeu, c'est parce que dans le familial, il est à la fois, il est sollicité des histoires individuelles dans leur capacité, et puis pour une société et une communauté historique plus vaste, une interrogation sur son propre devenir dans le temps. Autrement dit, ce que fait le politique, c'est trouver, comment dire, dans le familial, comment dire, des troupes, je vais forcer un peu, c'est une image, mais au fond des troupes qui vont continuer de faire en sorte d'alimenter, comment dire, l'organisation en fait familiale, enfin l'organisation politique et sociale. Mais effectivement, moi je trouve que c'est intéressant que vous situiez sur un point de tension, parce que dire que c'est un point de tension, ça veut dire que effectivement le familial, il est en permanence, comment dire, dans cette recherche d'équilibre, comment dire, entre son ouverture sur la dimension sociopolitique, lequel sociopolitique peut toujours aussi avoir la tentation de voir l'instrumentaliser, la famille à ses fins. On ne l'a pas dit, on ne l'a pas développé ce soir, mais comment très longtemps le politique, comment dire, il a incité à quel taux de fécondité par famille pour un tas de raisons. Ça peut être pour de la force de travail, pour de la chair à canon, enfin ça dépend ce qu'on cherche. Pour repeupler les continents ou les territoires. Enfin, il y a plusieurs manières en fait de solider. Donc il y a ça. Et puis inversement, comment la question de l'intimité domestique, qui peut vouloir en fait s'écarter des sollicitations sociopolitiques, elle est effectivement un espace, comment dire, extrêmement chaleureux, comme vous le disiez. Vous parlez de chaleur, c'est ça. Je crois que c'est vous qui utilisez cette image. Bon, avec le risque cette fois-ci, lui, de l'étouffement. Donc je trouve que c'est un espace de... Il y a quelque chose, quand je parlais d'école des capacités, tout à l'heure, en fait, j'avais une idée dans la tête, que j'ai pas assez développée, mais qui est de dire que finalement, il y a dans le familial quelque chose qui est un petit peu de l'ordre du pré-politique. C'est-à-dire que finalement, on apprend à vivre avec des autres, mais qui sont encore les nôtres. C'est-à-dire que l'altérité des sexes, des générations, des désirs dans le familial, elle se fait avec des autres qui sont les nôtres, quoi. Bon. Mais cette expérience-là, eh bien, elle est extrêmement précieuse pour le sociopolitique. Parce que, finalement, ce qu'on y apprend,
pour une part, c'est à vivre selon les interactions dans lesquelles, effectivement, dans l'espace, comment dire, social et politique, eh bien, il y aura de la différence de génération, de désir et de sexe avec lesquels il faudra aussi faire. Mais là, cette fois-ci, avec d'autres qui seront un peu plus autres, si on peut dire, un peu plus. Mais oui, vous dites bien ça. Enfin, moi, je l'ai dit en fait en parlant d'insociable, sociabilité, quoi. C'est-à-dire que on a envie d'être ensemble et en même temps, dès qu'on est ensemble, des fois, c'est l'effet porc épic, quoi. On se rapproche pour avoir chaud et dès qu'on se rapproche trop, on se pique, quoi. Mais bon, je force un peu, mais en tout cas, j'aime bien cette idée de tension. Oui. On apprend à vivre avec des autres qui sont les nôtres, mais nos enfants apprennent à vivre avec des autres qui ne sont pas forcément de la famille, avec les couples divorcés, les familles... Prenez le micro, je crois, pour les gens qui sont... Les autres qui ne sont pas les vôtres derrière. Puis on apprend à vivre avec des autres qui sont les nôtres, mais nos enfants apprennent à vivre avec des autres qui sont les leurs, mais aussi qui sont des autres qui viennent dans les familles recomposées. C'est vraiment une difficulté. Je ne sais pas si c'est une difficulté pour eux, mais en tout cas c'est un challenge. Ces familles recomposées, il y en a quand même de plus en plus. Quel impact ça va avoir sur la famille? Oui, posé comme ça, je ne suis pas sûr de pouvoir répondre à la question. Hein. Ça va être explosif. Oui, ça risque. Oui, ils vont avoir des capacités, en tout cas, à vivre avec l'autre de plus en plus grandes. Peut-être. Vous parliez tout à l'heure de liens non élitistes. Moi, je rejoindrais ça là-dedans, électique, pardon. Dans le sens où nos frères et sœurs génétiques, entre guillemets, on ne les choisit pas. Donc, nos demi-sœurs ou demi-frères dans les familles recomposées, on ne les choisit pas non plus. Il faut faire avec. Et que se faire avec, ou du moins faire avec, eh ben, on s'y accommode et aussi peut-être qu'on se renferme aussi sur une capacité infantile et même adolescente de pouvoir s'ouvrir aux autres, comparé à nous adultes, qui sont assez sectaires sur nos relations, alors que l'enfant est peut-être plus facile à créer relation avec des gens qui sont les siens, dans le sens âge. Mais là, il y a presque un demi-père ou une demi-mère qui vient... Il ne choisit pas non plus. C'est une difficulté supplémentaire. Il ne choisit pas son père et sa mère non plus. Les parents ont choisi de faire un enfant, mais l'enfant n'a pas choisi d'être ici. Oui, moi je pense que ce qui est précieux, c'est aussi la perplexité. C'est-à-dire que c'est non pas, là aussi, en ce qu'elle, comment dire, elle tétanise, hein, mais c'est en tant qu'elle laisse, comment dire, la possibilité, comment dire, que quelque chose puisse advenir qu'on n'imaginait pas possible. Et donc c'est ce que j'entends un peu dans votre prudence ou dans votre perplexité. Hein. Et voilà, alors, mais ceci dit, une fois qu'on a dit ça, on dit oui, c'est bien joli tout ça, hein, mais bon, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Bon, c'est-à-dire qu'en fait, on voit très bien que si on se situe du côté du droit, quand on se situe du côté du droit, hein, il y a un travail aujourd'hui que font les juristes pour voir comment on peut accompagner cette métamorphose en fait du familial. Hein. Et je pense à des collègues, qui avaient travaillé sur ce qu'ils appellent le concept juridique qu'ils avaient utilisé, c'est le concept de tiers d'engendrement, où c'est la question de l'engendrement à plusieurs. Hein. Donc si on est d'accord que la question, il ne faut pas confondre procréation et engendrement. Hein. Donc, et donc effectivement, autour de la question en fait, du tiers d'engendrement, ce qu'elle vient interroger aujourd'hui, alors c'est pas encore tout à fait la problématique du beau-parent que vous évoquiez, hein, mais c'est comment... Alors, là, notamment autour des problématiques de ce qu'on appelle les procréations médicalement assistées, hein, on a,
un enrichissement et une complexité dans les palettes de ceux qui peuvent intervenir comme finalement des tiers dans l'engendrement d'un enfant, qui sont pour une part comment dire, aussi complexes qu'à l'époque où en fait on se demandait si les anges avaient ou non un sexe, quoi. C'est-à-dire que quand on peut être 4 voire 8 à être finalement pour une part responsable dans la démarche d'engendrement, c'est-à-dire que bon, qui est-ce qui donne l'ovule, qui donne le sperme, qui porte, vous voyez toute la panoplie. Comment dire, ça réinterroge effectivement comment dire, peut-être que ce qu'il y avait de rassurant, mais peut-être faussement rassurant, j'en sais rien, finalement dans ce qu'on appelle ou ce qu'on appelait famille traditionnelle, c'est qu'il semblait y avoir une espèce de continuité logique. Il semblait y avoir, parce que l'adultère, ça existait, enfin, je veux pas, etc. Mais il semblait y avoir une continuité logique, finalement, entre la biologie, l'organisation sociale, familiale et les normes, quoi. Bon, ça semblait aller de source. Là, en l'occurrence, par les techniques, en fait, en l'occurrence procréatives, si je pense à elles, mais il faudrait complexifier là aussi, on a une dissociation de tout ça. Donc, comme on dissocie, la question par la technique, la question qui serait... oui, comment... Je ne sais pas pourquoi il se... Si oui. Comme on dissocie par la technique, la question aujourd'hui, c'est comment on resymbolise. Et on est dans un moment où on n'a pas encore, comment dire, complètement trouvé les manières de resymboliser ce que nos techniques nous apprennent à séparer. C'est-à-dire qu'il y en a, je ne sais pas, je prends l'exemple, excuse, ce n'est pas de la très haute littérature ou la très haute cinématographie, vous avez peut-être vu ce film qui s'appelle Starbuck. Voilà. Bon, c'est pas un film inoubliable, mais je trouvais assez intéressant sur finalement c'est un Canadien qui pour vivre comment dire fait comme il peut, et donc en l'occurrence il fait du don de sperme, et donc comme c'est rétribué à 30 € la prise, si j'ose dire, comment dire, il y va assez régulièrement jusqu'à se retrouver le père de 500 et quelques enfants, et il y en a 250 qui veulent le reconnaître, quoi, comme père. Alors, ça se dit sur le mode comique, justement. Ça dit sur le mode comique la question de comment nos organisations familiales reconnaissent dans l'espace symbolique le rôle des tiers. Alors là, je trouve que ce film est intéressant pour ça, parce que à sa façon, il réinstalle comment dire, la question du tiers d'engendrement, non pas simplement comme un prestataire de service ou comment dire, comme un technicien, mais au fond comme un être qui à un moment donné joue un rôle. Et donc et là je crois que il y a un vrai enjeu qui est un défi culturel, c'est comment on peut techniciser la procréation, alors qu'en fait ce qui est en jeu, c'est malgré tout comment faire vivre comment dire, du désir. Et on dit de ces médecines d'ailleurs que c'est de médecine du désir, mais avec le difficulté. Voilà. Et donc je dirais il y a un moment culturel qui est intéressant, je regarde un petit peu comme un scrutateur, je ne devrais pas, pas complètement, mais donc il est intéressant à penser, parce que on ne sait pas effectivement ce qu'on va inventer, symboliquement en tout cas pour dire du lien, mais il y a un enjeu. Voilà. Il y a d'autres questions ? Oui. Et là, moi, je m'interroge sur la généalogie. Parce que si on ne sait pas qui est le père, qui est la mère, ou si on a, je ne sais pas combien d'histoires de famille à la fin, quelle est l'histoire de famille laquelle prime, je veux dire, ça devient un grand foutoir. C'est-à-dire qu'en fait, la question, c'est que là, je pense qu'il faut faire appel, comment dire, à des arboriculteurs. Nos modèles d'arbres généalogiques sont peut-être pas assez complexes. Peut-être, il y a George Steiner qui dit les humains n'ont pas de racines, ils ont des jambes. Pour dire que les figures du végétal qui servent à raconter nos liens, et au fond la question de l'arbre, c'est un exemple de ce type, c'est que les figures du végétal, elles sont parfois un peu douteuses, parce que peut-être que nous avons moins de racines que des rhizomes, pour prendre une autre figure. Donc peut-être qu'il faut inventer des arbres rhizomatiques. Merci en tous les cas de cette...